Contact, mission 1334. Notre tâche dans ce voyage consiste à démontrer la probabilité de la présence de vie extraterrestre à l'extérieur de notre système solaire. Nous devons choisir une planète qui possède la plus grande probabilité d'abriter la vie. Notre choix va se faire en fonction de plusieurs facteurs qui nous permettront de faire une sélection parmi les milliards d'objets célestes existants dans notre galaxie. L'existence d'une vie extraterrestre dans notre univers serait quasi certaine, pour ne pas dire inévitable. Ce qui signifie que notre mission, si menée à la perfection, ne peut qu'être destinée à aboutir comme une réussite. Dans notre rapport, nous allons expliquer qu'est-ce qu'une planète habitable et quelles sont les méthodes qui permettent d'en repérer une. Ensuite, nous verrons quelles sont les conditions nécessaires à une planète pour que celle-ci soit habitable. Et finalement, nous en choisirons une selon les critères les plus pertinents. Commençons par comprendre les principes et terminologies fondamentaux. Tout d'abord, une planète qui ne se situe pas dans notre système solaire se nomme exoplanète. Afin de pouvoir observer des planètes qui se situent en dehors de notre système solaire, des méthodes efficaces doivent être mises en place pour les raisons suivantes. Premièrement, la distance qui nous sépare de ces exoplanètes est bien trop élevée. Ensuite, la lumière des étoiles hautes de ces planètes est largement supérieure à ces dernières. Et enfin, ces exoplanètes manquent considérablement de luminosité. Il y a donc différentes manières de rechercher ces exoplanètes. Tout d'abord, l'imagerie directe comprend deux techniques de recherche, soit la coronographie et l'extinction interférométrique. La coronographie consiste tout simplement à cacher à l'aide d'un objet la lumière principale de l'étoile. En ayant un disque du même diamètre que le cercle de l'étoile, la coronographie permet de reproduire le phénomène de l'éclipse totale. De par cette technique, il est possible de ne faire apparaître que la couronne de l'étoile observée. Un autre type d'imagerie est l'extinction interférométrique, qui est simplement une façon plus raffinée de diminuer le flux d'une étoile. La méthode de micro-lentille gravitationnelle est quant à elle utilisée pour détecter les exoplanètes très distantes de la Terre. En effet, en janvier 2006, des astronomes ont découvert une planète qui se situe à 22 000 années-lumière en utilisant cette méthode. L'optique adaptive aide à réduire les effets perturbateurs causés par l'atmosphère terrestre. Cela permet ainsi d'obtenir des images plus nettes. L'optique diminue les effets des facteurs perturbant la trajectoire des rayons lumineux, tels que les turbulences et les mouvements des couches d'air. Normalement, cette technique permet de corriger les déformations évolutives qui ne peuvent pas être prédites d'infrans d'ondes causées par l'atmosphère. Cette technique se fait avec un miroir déformable. Une autre méthode utilisée est la méthode des vitesses radiales. Elle permet de mesurer les décalages entre les différents spectres mesurés. Ces décalages sont provoqués par l'effet Doppler-Fizeau. Il serait par la suite possible de calculer la vitesse de l'astre et ainsi déterminer si l'astre est une exoplanète ou non. La méthode de transit consiste à prendre pendant plusieurs années des observations d'étoiles et vérifier si la luminosité d'un astre diminue périodiquement. Si oui, il s'agit alors d'un transit, c'est-à-dire un corps qui tourne périodiquement autour d'une étoile. De par cette méthode, on peut calculer la période de révolution de la planète autour de l'étoile, et parfois même le diamètre de celle-ci. Un autre moyen utilisé dans la recherche de vie extraterrestre est la recherche de biosignatures, soit des substances chimiques suggérant la présence de vie. Pour ce faire, on pratique la spectroscopie infrarouge, technique basée sur l'analyse de la lumière réfléchie par une molécule. Cela permet l'identification des molécules qui la composent grâce à l'analyse de la polarité et de l'intensité des pics du graphique qui sera obtenu. Parmi ces biosignatures, on retrouve bien évidemment l'oxygène, directement issu du processus photosynthétique accompli par les plantes. Cet élément chimique a fortement tendance à s'impliquer dans des réactions chimiques, réduisant ainsi rapidement sa signature spectrale s'il n'est pas constamment renouvelé par des processus biologiques tels que la photosynthèse. Une autre biosignature importante est le méthane. Cette molécule est également très réactive et a donc besoin d'un processus biologique pour maintenir sa concentration. On parle ici de bactéries productrices de méthane, les méthanogènes. Ainsi, pour trouver une signature spectrale constante, des processus biologiques sont impliqués. On pourrait croire que la présence d'oxygène, par exemple, est nécessairement preuve de vie, mais ce n'est pas le cas. En effet, il existe des milieux où l'on peut retrouver de l'oxygène, comme sur Vénus, mais dont les conditions de vie sont beaucoup trop hostiles pour soutenir de la vie. C'est ce qu'on appelle des faux positifs. Afin de les identifier, il est important d'analyser le milieu d'où ils proviennent. En effet, si l'échantillon d'oxygène est accompagné d'une forte présence de carbone, cela suggérerait une origine abiotique de l'oxygène. Les facteurs d'habitabilité font partie intégrante des conditions à remplir lors de la recherche d'une exoplanète. Comme la planète Terre est à ce jour la seule planète connue où la vie s'est développée, les facteurs d'habitabilité doivent correspondre à ces conditions de vie. Nous parlons ici d'une source d'énergie, d'une stabilité de l'environnement et de la présence d'eau. En effet, l'eau à l'état liquide est un élément essentiel du développement de la vie. Ensuite,
la source d'énergie est généralement une étoile. Il existe un lien entre la masse de l'étoile et sa longévité, de sorte que plus sa masse est faible, plus elle vivra longtemps et inversement. Plus sa masse est élevée, moins elle vivra longtemps. D'autre part, les petites étoiles n'ont pas la capacité de produire les réactions essentielles à la création et au développement de la vie, ce qui signifie qu'il faut une étoile assez massive pour produire ces réactions, tout en étant suffisamment petite pour vivre assez longtemps et permettre le développement de la vie. Par ailleurs, la stabilité de l'environnement dépend entre autres de la stabilité de l'étoile, de la distance entre celle-ci et la planète, et de la trajectoire de la planète autour de l'étoile. Ces facteurs doivent être stables afin d'éviter toute fluctuation de luminosité, température et autres. La distance entre l'étoile et la planète ainsi que sa trajectoire influent sur la température. En effet, l'orbite est très importante. Plus la planète est éloignée de l'étoile, plus le climat sera glacial et vice-versa. Ainsi, il est nécessaire que la distance entre ces deux astres soit adéquate. La trajectoire joue également un rôle dans l'établissement et la stabilité du climat. La présence d'une atmosphère suffisamment opaque joue également un rôle important dans la protection contre le rayonnement ultraviolet, sans quoi il y aurait destruction de toute forme de vie. Pour ce qui est de l'écosphère, une fois que les facteurs d'habitabilité sont respectés, il faut passer à l'étape suivante, soit de s'assurer que la planète a tout le nécessaire pour habiter la vie. En premier lieu, on devrait retrouver une zone propice au développement de la vie, c'est-à-dire où l'on retrouve de l'eau liquide, la molécule fondamentale pour la vie. Cette zone est définie comme la zone stellaire de l'étoile. Elle comporte également une luminosité de bon niveau, ce qui permet le maintien des températures dans un intervalle adéquat. En ce qui concerne la gravité, la masse de la planète joue également un rôle fondamental dans l'établissement de la gravité. Il faut une masse adéquate afin de permettre la rétention de l'atmosphère et de ne pas se transformer en géante gazeuse. Pour ce qui est de la composition chimique de la planète, celle-ci doit contenir les éléments essentiels à la vie, soit l'hydrogène, le carbone, l'oxygène et l'azote. Passons maintenant à la rotation. La rotation doit être assez stable pour éviter que la même partie de la planète ne soit constamment tournée face à l'étoile et donc gravitationnellement verrouillée. Afin d'éviter de majeurs écarts, l'orbite ne doit pas être excentrique. La planète doit être tellurique, c'est-à-dire qu'elle doit comporter des caractéristiques qui se rapportent à celles de la planète Terre. On mesure cette ressemblance par l'indice de similarité avec la Terre. Pour conclure avec notre perspective d'avenir de notre mission, notre analyse des différents astres nous a permis de réduire le choix des planètes habitables à un nombre plus petit, soit les 5 planètes suivantes: Kepler 438b, Proxima Centauri b, Gliese 832c, Trappist 1d et finalement K2 18b. Kepler 438b est une planète tellurique dans la zone habitable de son étoile, mais elle ne possède pas d'atmosphère. Proxima Centauri b est dans la zone habitable et possède une atmosphère, mais elle reçoit trop de rayons X dû à sa proximité avec son étoile, soit 400 fois ceux de la Terre. Gliese 832c possède un indice de similarité avec la Terre de 0,81, soit l'un des plus élevés de toutes les exoplanètes, mais son orbite est excentrée, ce qui fait que la planète se rapproche trop de son étoile à certains moments. K2-18b est un très bon candidat dû à la vapeur d'eau présente dans son atmosphère et aux conditions similaires à ceux de la Terre, mais elle est gravitationnellement verrouillée, c'est-à-dire qu'elle a toujours la même face tournée vers son astre, comme la Lune. Trappist 1d a un rayon de 0,781 fois la Terre pour une masse de 0,280 fois celle de la Terre. Trappist 1d ainsi que d'autres planètes de son système solaire pourraient contenir beaucoup d'eau. Sa température moyenne est de 9 degrés Celsius. Cette planète orbite autour de son étoile en 4,5 jours et est à environ 3 millions de kilomètres de celle-ci. La Terre est à 150 millions de kilomètres du Soleil, mais l'étoile de Trappist 1d est une naine brune et sa luminosité n'est pas très importante, ce qui permet à la planète d'être dans la zone habitable. Cette planète présente un indice de similarité avec la Terre de 0,90, ce qui veut dire que la planète a beaucoup de points en commun avec la Terre. Cela fait de Trappist 1d le choix optimal pour notre mission. Plusieurs questions peuvent maintenant être posées. Est-ce qu'une vie intelligente s'est développée? Est-ce qu'il sera possible d'observer une évolution progressive? Est-ce qu'il serait possible de communiquer avec cette vie extraterrestre? Tant de questions auxquelles nous nous préparons à répondre durant ce long voyage vers Trappist 1d.